collègues, nous allons commencer la séance en deux petits points. L'un qui aura trait à la commémoration des 20e anniversaire du retour de l'Académie dans la zone des Cordeliers, puisque vous avez reçu une invitation par voie électronique et puis un carton d'invitation. Mais ce carton d'invitation était pour les personnes extérieures à l'Académie qui ne sont invitées, elles, qu'à partir de 14h30, tandis que vous, en tant qu'académicien, vous êtes invités dès 11h le matin, ici, puisqu'il y aura un certain nombre d'expositions, et puis il y a après l'Assemblée générale qui aura lieu. Et donc, vous allez recevoir un nouveau message électronique, vous précisant bien les horaires pour éviter toute imprécision. Je donne la parole à Henri Judet. Donc j'ai un livre qui doit être présenté, c'est Gaston Contremoulin, qui est pionnier et visionnaire de la radiologie, que Philippe Marre va nous présenter car il le connaît particulièrement. Non, je ne connais pas particulièrement. Bonsoir. Je ne connais pas particulièrement M. Contremoulin. C'est mon ami Patrick Mornay, médecin à Saint-Germain-en-Laye, qui a été amené à bien connaître l'histoire de cet homme parce qu'il a soigné la personne qu'il a logée à la fin de sa vie à Saint-Germain-en-Laye. L'intérêt de Gaston Contremoulin, qui n'était ni médecin ni chirurgien, c'est qu'il a énormément contribué au développement de la radiologie et de la radiothérapie à l'hôpital Necker au début du XXe siècle. Il était né en 69 à Rennes, c'est un autodidacte, très adroit de ses mains, sachant tenir un crayon, qui a fait l'école des beaux-arts de Rouen et puis qui traînait un peu, et que sa mère a dirigé vers la photographie qui était naissante. Il a à ce moment-là rencontré Félix Guyon, qui avait un laboratoire de microphotographie, qu'il a dirigé vers Mathias Duval, qui était à la fois professeur à l'école des beaux-arts d'anatomie et professeur à l'école de médecine de pathologie, qu'il a orienté vers Marais, au Collège de France. Et c'est avec lui qu'il a vraiment décollé. C'est avec lui qu'il a mis au point la chronophotographie, à partir de 1892. En 1894, il a travaillé avec Odilon Lalonde, donc il se faisait de plus en plus connaître à Paris, tout en n'ayant aucun diplôme, en ayant simplement un esprit extrêmement dégourdi et une grande agilité manuelle. Et il a notamment, toujours dans la chronophotographie, mis au point une chronophotographie de la luxation de la hanche. En 1996, il entre chez le professeur Rémy, sous la protection de Marais, au laboratoire de radiologie. Et on crée à l'hôpital Necker en 1898 le premier laboratoire, le premier service de radiologie. Et il développe tout avec l'équipe médicale, la radiochirurgie, la radioprotection. Et là, il y a une histoire amusante. Les médecins de l'époque disaient que les rayons n'étaient pas dangereux et que les murs les arrêtaient. Et il a prouvé qu'à 3 épaisseurs de murs successives, dans 3 pièces différentes, on retrouvait l'impression des images par les rayons X. Il a développé, il a contribué donc par son savoir, par son savoir-faire, à toutes les machines permettant le développement de la radiologie et de la radiothérapie jusqu'en 1935 à Paris. Il a pris sa retraite à Saint-Germain-en-Laye et là il a travaillé à l'hôpital, toujours d'une façon extrêmement discrète, mais avec beaucoup d'efficacité, avec les chirurgiens de l'époque que vous connaissez de nom, Lamarre et Larget. Voilà. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que sans aucun diplôme, avec simplement beaucoup de curiosité intellectuelle, beaucoup de savoir-faire manuel, on peut contribuer très efficacement au développement de disciplines qui sont scientifiques, entre guillemets. Merci beaucoup. Alors, nous allons appeler les 2 secrétaires de séance. Exceptionnellement, il va y avoir 2 résumés, puisque mercredi dernier,
Il y a eu une première session plénière passionnante sur les ultrasons thérapeutiques que François Guéral va nous résumer. Et ensuite, Philippe Breil nous parlera de la session interventionnelle qui a été également passionnante. Donc, François Guéral. J'ai le plaisir d'avoir participé et de vous évoquer ces séances avec vous. La première avait été initiée par notre institution et surtout instituée par l'équipe de la Pitié avec Alexandre Carpentier, qui est un jeune homme dynamique qui a, sous l'égide du professeur Philippon, poussé de nombreux travaux. Mais avant cela, le rappel pour les béotiens de la nature des ultrasons, de leur rôle mécanique, de leur efficacité thérapeutique, nous a fait beaucoup de bien pour tenter de percevoir des possibilités non seulement de traitement, mais d'exploration et des possibilités nouvelles qui apparaissent grâce aux effets de ces ultrasons qui ont des propriétés essentiellement mécaniques. Et puis, dans divers domaines, nous avons évoqué le rôle, la possibilité de traitement dans les lésions de la prostate, sachant qu'il s'agit d'un sujet débattu, comme les différents intervenants ont pu le signifier, M. Dubois, Morvan, Daniel Jecques aussi, parce que au sein d'un arsenal thérapeutique, ce traitement qui se cherche à être mini-invasif, plus conservateur, prend toute sa place dans un débat qui actuellement fait la une des médias. Et puis, pour traiter des nodules thyroïdiens, avec Philippe Bonichon qui initiait ces traitements, ces explorations, une exploration d'Olivier Esnault, après une expérimentation sur la brebis, n'a pas été très convaincante parce que cette possibilité de traitement de nodules thyroïdiens par les ultrasons n'est pas encore d'actualité. Et puis dans d'autres domaines, c'est à la Pitié aussi que Anne-Laure Bock nous avait parlé des efforts considérables qui sont faits pour tenter d'améliorer certains traitements de lésions localisées par des approches très spécifiques. Des progrès sont en attente, mais on n'est pas encore dans l'actualité de l'utilisation en pratique courante. Et puis Alexandre Carpentier qui a initié cette séance, ça fait part d'un projet extrêmement sophistiqué où il cherche à développer un procédé qui associe en même temps la biopsie et puis le traitement, les modifications physico-chimiques grâce aux ultrasons qui laissent des espoirs pour certaines lésions ou certaines maladies dégénératives. Je vous remercie, M. Président. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur ce rapport de séance avant qu'on l'inscrive au procès-verbal? Non. Eh bien, je vais donner la parole à Philippe Breil qui va nous faire donc une synthèse de la séance qui a suivi dans le cadre de la section interventionnelle. Bon, alors la séance suivante était totalement passionnante. Pourquoi passionnante? Parce qu'elle a remué le couteau dans la plaie des chirurgiens digestifs, ceux de ma génération, ceux d'avant et peut-être un peu ceux d'après, parce que nous nous sommes rendus compte une nouvelle fois que nous avions abandonné l'endoscopie avec les fibroscopes et tout ce qui va avec, aux gastro-entérologues, et que si nous ne donnions pas un très sérieux coup de rein pour nous approprier ces techniques, eh bien nous serons totalement séparés d'une grande partie de notre pathologie et surtout de nos actes opératoires. La première communication a été faite par Lise Van Strom, qui est un Américain qui travaille chez Jacques Maresco et qui nous a expliqué comment il enseignait les chirurgiens à partir des techniques de chirurgie endoscopique. Quelques questions ont confirmé ce que je vous disais en introduction. Jean-Gabriel Brun a expliqué qu'il avait qu'il s'était mis à la chirurgie, à l'endoscopie diagnostique, puis éventuellement thérapeutique avec Claude Ligori,
mais qu'il avait été l'objet d'attaques absolument virulentes de la part de ses correspondants gastro-entérologues et que ce n'était pas facile pour un chirurgien de se dire endoscopiste. Yves Chapuis a également fait un commentaire en indiquant que Claude Ligori, que nous avions connu à Saint-Antoine, avait déjà prévu toutes ces perspectives, mais qu'elles ne se sont pas réalisées pour les chirurgiens. Nous avons ensuite eu une deuxième communication qui a été faite par Inoue Aruriro. Et là, c'est un film extraordinaire qui nous a été montré concernant la cardiomyotomie extramuqueuse, dite intervention de LR, mais qui là est une intervention qui n'est plus extramuqueuse car il passe par voie orale, il incise la muqueuse de l'œsophage, il dissèque l'espace après l'avoir insufflé entre la muqueuse et la musculeuse, et il fait une myotomie par cette voie, il met un petit peu d'antibiotiques et il referme la muqueuse, obtenant des résultats comparables sur les mégaœsophages idiopathiques, avec 25% de reflux, mais je crois qu'en chirurgie, nous avons à peu près la même chose, même quand nous faisons des interventions anti-reflux associées. Cette communication très enthousiasmante a conduit à Michel Germain à faire un commentaire, Robert Julie également, dont on connaît le tropisme pour cette chirurgie et particulièrement cette pathologie, et Lise Van Strom a également fait un commentaire. Cette technique s'appelle POEM, et c'est tout dire. Je crois qu'elle est promise à un grand avenir si les chirurgiens voulaient bien se l'approprier. La troisième communication de cette séance endoscopique a été faite par Jacques Devière, chirurgien belge, qui nous a montré comment il servait de parachute ou de recours aux chirurgiens bariatriques grâce à des procédés endoscopiques de façon à minimiser les complications de cette chirurgie en plein essor, mais qui est agrémentée d'une morbidité et d'une mortalité qui n'est pas neutre. Et grâce aux endoscopistes, on arrive à en limiter les effets néfastes. Iran Ganjbach, comme toujours, a posé la question, je dirais, la plus intelligente. Il a dit, mais le système utilisé pour les valves mitrales devrait vous inspirer. Et effectivement, il y a, et c'est là que l'on retrouve l'Académie de chirurgie, dans toute sa transversalité, nous devrions mettre en commun, c'est une incitation à mettre en commun tout ce qui se passe dans nos spécialités qui sont trop isolées. Dernière communication, Guillaume Portier de Toulouse nous a montré comment il procédait grâce à un endoscope absolument barbare qui fait 45 mm de diamètre pour réaliser l'ablation de pathologies, on va dire tumorales ou polypeuses du rectum. Cette technique est très intéressante, mais il a montré également l'alternative à ce très rigide endoscope avec l'utilisation des dispositifs implantables qui permettent de faire de la chirurgie one port que l'on met en intra-anal et qui permettent de faire là alors carrément de la célioscopie avec des degrés de liberté opératoire qui sont beaucoup plus intéressants que l'endoscope rigide. Et ça fera partie sûrement de nombreuses communications à venir. Philippe Topard, qui modérait la séance, a osé comparer cette technique à la technique POEM. Et là encore, je crois qu'il faut tous qu'on s'inspire des uns et des autres. Cette séance était épuisante, car nous avons terminé à 19h30, mais très enrichissante. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques? Oui, François Dubois. Attends. Oui, allô. Nous sommes un certain nombre à penser que ces séances passionnantes pour les interventions, la radiologie interventionnelle et autres, soient insérées dans le programme normal et non pas à des heures indues. Alors, le bureau de l'Académie a d'ailleurs s'est saisi de ce sujet et devant le succès
dernière session interventionnelle, c'est ce qui est prévu. Simplement, on avait une certaine inertie, puisque certaines séances sont organisées déjà depuis 6 ou 8 mois, et on pouvait avoir difficilement un créneau pour les mettre en séance plénière. Mais pour 2014, un certain nombre de ces séances de la section interventionnelle seront en séance plénière. Cela va avoir, et on va en parler au prochain conseil d'administration dans 8 jours, une conséquence, c'est que probablement on va être obligé d'augmenter le nombre de séances de l'académie, car actuellement on s'arrête notamment en vacances de février et d'avril, et peut-être ça vaut la peine, pour pouvoir intégrer ces séances, avoir des séances supplémentaires. Donc le conseil d'administration en discutera, prendra une décision et vous le fera connaître lors de l'assemblée générale qui aura lieu ensuite. Bien, je vais appeler Serge Usan, mais avant que Serge modère la séance très intéressante qu'il nous a concoctée, ce dont je ne doutais pas, je vais donner la parole à M. Lim Chetana, voilà, puisque vous savez que l'Académie nationale de chirurgie a un partenariat avec la Fondation de l'Avenir et que tous les ans, il y a des prix donnés et les lauréats présentent à l'Académie de façon assez rapide leurs travaux. Et donc, M. Lim Chetana va présenter son travail sur l'étude de l'influence du micro-environnement tumoral sur le potentiel métastatique des cancers colorectaux dans un modèle murin. Et puis je demande à Serge de bien vouloir venir à mes côtés